Bonjour à tous et bienvenue à la présentation des nouveautés Inventor 2025 à l'occasion des 40 ans de Urni Engineering. Ensemble, nous allons découvrir les nouveautés et améliorations de cette version et nous allons passer en revue les quelques améliorations apportées par les dernières updates. Avant de commencer, nous allons faire une petite parenthèse sur la communauté Autodesk. Ceci pour vous rappeler que vous êtes, en tant qu'utilisateur, les principaux acteurs des nouveautés et des améliorations. Cela fait plusieurs années maintenant qu'Autodesk attache une grande importance à l'écoute des utilisateurs et c'est pour ça qu'ils vous mettent à disposition un site forums.autodesk.com qui vous permet, en allant sur la section adaptée, de proposer des idées d'amélioration, de voter pour des idées d'amélioration ou tout simplement de discuter avec des spécialistes Autodesk ou tout simplement d'autres utilisateurs. Nous vous invitons donc fortement à participer à ces futures améliorations afin que les prochaines versions d'Inventor, en l'occurrence, aillent dans le sens que vous souhaitez. Ceci étant dit, nous allons passer aux améliorations générales de la version 2025 d'Inventor. Les tops des nouveautés, tout d'abord, Inventor Read Only Mode, qui peut désormais ouvrir les fichiers STEP. Donc, dorénavant, vous n'avez plus besoin d'un logiciel tiers pour lire des fichiers STEP. Le logiciel Inventor Read Only Mode, qui est un viewer gratuit qui remplace Inventor View, peut désormais lire les fichiers STEP. Une autre grosse nouveauté, c'est l'outil d'enregistrement de performance qui permet d'enregistrer les problèmes que vous rencontrez avec Inventor, que ce soit des problèmes de lenteur, des dysfonctionnements au niveau de diverses fonctions. Ceci vous permet ensuite de générer un rapport et de l'envoyer directement aux équipes de support d'Autodesk afin de garantir une prise en charge plus efficace et plus rapide. Étant donné qu'il nécessite des droits administrateurs, il faudra faire ça avec l'accompagnement d'une personne de votre service informatique. Concernant la conception de pièces, on va retrouver différentes améliorations, notamment des améliorations qui sont venues en cours de route durant la version 2024. En l'occurrence, la possibilité d'annuler une esquisse plutôt que de la terminer. Cette nouveauté est apparue avec l'update 2024.1. L'update 2024.2 a notamment apporté la capacité de rechercher des paramètres dans la fenêtre de paramètres FX avec un champ de recherche. La possibilité de projeter directement une géométrie avec ou sans trait de construction à l'aide d'un simple raccourci clavier que vous allez voir juste après. L'utilisation des propriétés dans les textes de géométrie, ces textes qui sont arrondis, qui suivent un arc de cercle. La possibilité de gérer des nouvelles extrémités de perçage, notamment des extrémités de perçage en Y, en V ou en W. L'amélioration de la fonction finition qui a fait son apparition en 2024, elle possède désormais quelques améliorations qui la rendent un peu plus efficace et un peu plus simple à utiliser. Les réseaux d'esquisse et les réseaux de fonctions qui désormais peuvent utiliser des limites géométriques pour pouvoir se faire, mais pas au-delà de ces limites. Les annotations 3D qui permettent désormais d'intégrer des cotes à partir des fonctions existantes, au même titre que dans un dessin, vous pouvez extraire les annotations du modèle, donc récupérer des cotes automatiquement, et bien désormais les annotations 3D vous permettent de faire de même. Les vues partagées sont désormais capables de gérer les décalcomanies. Si vous avez une vue partagée que vous souhaitez partager une conception avec un client ou avec un fournisseur et que vous ne souhaitez bien sûr pas de transmettre les données d'origine, vous pouvez utiliser les vues partagées qui sont disponibles déjà depuis quelques années maintenant. Et ces vues partagées donc gèrent les éventuelles décalcomanies si vous avez des logos ou des images que vous avez positionnées au niveau de vos géométries. Le module de tôlerie a subi quelques améliorations, donc une modernisation notamment des principales fonctions de la tôlerie. Place maintenant à la démonstration de ces nouveautés dans la partie conception de pièces. Pour ce premier exemple, nous allons faire une modification sur le fond de cette montre. Pour commencer, nous allons ouvrir la pièce et puis nous souhaitons dans un premier temps modifier le diamètre de gravure du Swissmade ainsi que
des informations gravées grâce à un texte de géométrie. Pour cela, je vais pouvoir modifier un paramètre directement depuis le tableau FX, sauf que je ne me souviens plus du nom du paramètre. Alors je peux éventuellement me souvenir qu'il y avait une notion de diamètre, alors peut-être diam, grâce à ce nouveau champ de recherche, et effectivement je tombe bien sur le paramètre en question, qui vaut actuellement 37 mm et que je vais passer à 38 mm. Si on ne se souvient plus du nom, on peut aussi rechercher directement sur une valeur. Par exemple ici 37. À ce moment-là, j'ai deux résultats, le diamètre qui vaut 37 mm et la cote numéro D37. Donc si je veux être un peu plus précis, je peux rechercher encore plus finement un résultat avec tout simplement valeur de point 37. Et là, je n'ai plus que le fameux diamètre de gravure qui vaut effectivement dans sa valeur 37. Donc comme je le disais, on va passer ceci à 38 mm pour voir qu'effectivement le texte a changé. En plus de ça, je vais rajouter des informations, notamment l'étanchéité de cette boîte. Donc je vais modifier le texte, le fameux texte de géométrie qui me permet de rajouter quelque chose. Jusqu'à présent, je n'avais pas la possibilité d'insérer une i-propriété dans ce texte de géométrie. C'est désormais faisable grâce au petit crayon qui se trouve ici pour arriver dans l'éditeur de texte standard. Et puis, je peux désormais donc récupérer une i-propriété standard, en l'occurrence la i-propriété description qui contient la valeur d'étanchéité. Donc en validant tout ça, je vois effectivement que j'ai désormais 30 mètres qui est l'étanchéité de mon modèle. Je vais terminer l'esquisse, la gravure automatiquement va se mettre à jour. Et puis j'ai envie de faire un test. Le Design by Urni Engineering, il est peut-être un peu trop grand. En éditant cette fois-ci ce texte de géométrie, je vais remplacer Urni Engineering par HE pour voir ce que ça donne. Et puis finalement, ça crée un trop grand déséquilibre entre le SwissMade d'un côté avec tout son texte et puis le design de l'autre. Non, je ne suis pas convaincu. Plutôt que de revenir en arrière avec des CTRL Z à n'en plus finir, tout simplement, je développe la fonction terminer l'esquisse et je peux désormais lui dire je préfère annuler l'esquisse, ce qui fait que automatiquement je reviens en arrière. La prochaine étape est de compléter le fond. J'aimerais lui donner un peu de relief. Donc pour ça, je vais créer une extrusion directement sur cette face plane ici. Je vais projeter dans un premier temps toute cette géométrie, donc une projection standard en trait plein. Et à partir de là, je vais dessiner un cercle pour positionner la géométrie que je vais extruder. Ce cercle, je vais le coter avec un décalage de 0,8, ce qui va me permettre accessoirement de le mettre en trait de construction et de créer un cercle de 0,9 de diamètre. Voilà. Et pour terminer de positionner ce cercle, je vais encore poser une cote d'angle qui va me permettre de définir précisément la position de ce petit cercle. Une fois que c'est réalisé, je vais pouvoir extruder ce cercle. Sauf que moi, je préfère réaliser d'abord un réseau circulaire à partir de ce cercle. Donc je vais lancer la fonction circulaire, je vais choisir la fonction que j'aimerais mettre en réseau, ainsi que le point de rotation. Je vais également définir que j'aimerais sur 360 degrés, j'aimerais au total 40 occurrences de ce petit cercle. Sauf que par défaut, on voit qu'il n'est pas capable de gérer la géométrie déjà présente dans l'esquisse. Donc tout simplement, il me propose de créer des cercles là où j'ai des encoches, là où j'ai du texte. Donc c'est quelque chose que je n'arriverai pas à extruder par la suite, ça ne va pas donner quelque chose de très concluant. Et désormais, j'ai cette nouveauté qui me permet de définir une limite. En l'occurrence, la limite, ça va être le contour fermé que j'ai projeté tout à l'heure. Et on voit grâce à cette fonctionnalité qu'il me met en trétier toutes les géométries du réseau qu'il n'arrivera pas à respecter. En l'occurrence, dès qu'il y a des gravures ou des encoches, il ne va pas réaliser de réseau. Donc, je vais valider ceci. Je vais ensuite pouvoir tout simplement terminer mon esquisse. Et puis, pour finir, je vais faire mon extrusion directement à partir d'une fenêtre de sélection. C'est le plus simple.
et je viens sélectionner mes cercles que je viens extruder en positif sur 5 centièmes, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai donné le relief que je souhaitais à mon fond. On continue les démonstrations au niveau des nouveautés de pièces, en passant cette fois-ci par un exemple un peu plus mécanique, à savoir un joli couteau suisse. Et puis, ce couteau suisse qui est déjà passablement personnalisé par Urni, j'aimerais y rajouter une personnalisation, notamment sur cette coque ici. Donc je vais pouvoir aller directement sur cette pièce-là. Et cette fois-ci, je vais réaliser un réseau avec un gravage spécifique. Le gravage spécifique, je vais le récupérer directement depuis un bloc existant. Et ce bloc, c'est tout simplement les initiales HE que je vais positionner à l'œil à peu près comme ceci. Pour avoir le contour de ma géométrie, je vais pouvoir effectuer une projection. Sauf que cette fois-ci, je vais garder la touche Shift enfoncée avant de cliquer pour projeter ma géométrie. En gardant cette touche enfoncée, comme vous pouvez le constater, l'icône change du curseur et en cliquant, c'est bien une projection en trait de construction qui a été réalisée et pas en trait plein. Maintenant que ma géométrie est positionnée, je vais pouvoir terminer mon esquisse, effectuer l'extrusion du HE, cette fois-ci en négatif sur 5 centièmes. Et j'aimerais répéter cette opération grâce à un réseau rectangulaire. Alors le réseau rectangulaire de fonctions, cette fois-ci, avec mon gravage, et je vais directement exploiter les géométries présentes pour réaliser mon réseau, avec différentes valeurs dans les occurrences, donc 26 dans ce sens-là, avec un écart prédéfini, et puis 42 dans ce sens-là, avec également une distance prédéfinie de 4 mm. Et j'aimerais ceci dans les deux sens. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait une grande zone. On voit surtout que la totalité de ma surface est couverte par ce réseau, par l'aperçu en tout cas du réseau. Sauf que si je valide maintenant, eh bien, je vois qu'il va essayer de réaliser des extrusions négatives dans le vide, accessoirement. Là encore, je vais pouvoir utiliser cette nouveauté de limite afin de dire cette face-là est la limite pour réaliser les fonctions. Et les fonctions en question vont pouvoir se réaliser sans problème. Il y a malgré tout des problèmes qui peuvent apparaître, typiquement la proximité avec le bord qui peut éventuellement déranger. Et dans les réseaux de fonctions, j'ai une possibilité supplémentaire, c'est celle qui me permet donc d'ajouter un décalage par rapport à ces limites. Dans ce cas-là, si je décide d'ajouter un décalage de 0,1 mm, on voit typiquement qu'il ne me propose plus de réaliser cette opération. En validant, il arrive tout simplement à générer ce réseau uniquement en respectant les limites que j'aurai définies. Fonction qui vous permet de gagner énormément de temps et qui ouvre de nouvelles possibilités dans la réalisation de ce type de fonction. La dernière fonctionnalité que j'aimerais vous montrer dans cette version 2025, elle existe autant bien dans les pièces que dans les assemblages. C'est pour ça que je vais utiliser l'assemblage qu'on a ici, le fameux couteau suisse, pour vous montrer ces nouveautés au travers de la fonction finition. La fonction finition, elle va me permettre de rajouter quelques personnalisations. Notamment ici, j'aimerais avoir un contour de mes coques de type caoutchouc noir pour avoir une meilleure prise en main. Et puis, j'aimerais voir le design que ça va représenter. Donc pour ça, je vais, grâce à ces nouveautés, pouvoir sélectionner directement le composant qui va subir la finition avec la possibilité d'exclure certaines zones, notamment ici le gravage 40 ans que je ne souhaite pas toucher. De même que la partie centrale, puisque en réalité, moi j'aimerais uniquement avoir cet aspect caoutchouc sur le contour de ma coque. Pour avoir cet aspect, je vais rechercher un traitement de surface que j'ai prédéfini, qui s'appelle surmoulage noir, tout simplement. Dans cette finition de type traitement de surface, je vais avoir une multitude d'informations, notamment la description courte, l'épaisseur et éventuellement des commentaires.
L'autre nouveauté de cette version 2025 pour la fonction finition est de pouvoir tout simplement désactiver certaines informations qui ne sont pas pertinentes. Donc tout ça va alléger les propriétés du composant ou de l'assemblage grâce à l'exclusion justement de certaines informations. Je valide et je constate effectivement qu'il y a un rendu qui est plutôt assez sympa. J'aimerais maintenant réaliser la même opération sur l'autre coque. Donc je lance à nouveau ma fonction finition, je sélectionne toujours la pièce et je viens exclure. Alors pour faire un peu plus rapidement la sélection, je me mets sur le côté, j'exclus directement les faces qui ne sont pas concernées et puis je vais potentiellement devoir retrouver le même traitement de surface que tout à l'heure. Ou alors, je peux exploiter la dernière nouveauté de cette fonction finition grâce à la pipette qui se trouve ici. La pipette me permet de récupérer les informations qui se trouvent sur une finition déjà réalisée et automatiquement on voit qu'il me récupère et les champs exclus et surtout le traitement en question. Il ne me reste plus qu'à valider pour avoir l'aperçu final de ce que ça peut donner avec ce surmoulage de type caoutchouc sur les bords. En ce qui concerne les améliorations d'assemblage, nous allons retrouver dans les principales nouveautés de ces dernières mises à jour, avec l'update 2024.1, la possibilité de modifier une contrainte par double-clic. Alors ça semble assez standard, mais en réalité, les contraintes ne se modifient pas par double-clic, mais avec un clic droit modifié. Ceci va vous permettre de gagner énormément de temps, tout simplement parce que la logique d'Inventor vous incite à double-cliquer sur une fonction quand vous souhaitez la modifier. Les fonctions de contrainte dans les assemblages faisaient exception à la règle. Donc c'est désormais réparé. Dans l'update 2024.2 est apparue une amélioration au niveau de la fonction mesurée que vous pourrez constater juste après dans la démonstration. Le champ de recherche dans les raccourcis clavier, pour ceux qui ont l'habitude de personnaliser les raccourcis clavier des différentes fonctions d'Inventor, vous avez désormais accès à un champ de recherche. La mise en surbrillance qui a été améliorée, donc vous avez une nouvelle possibilité pour la mise en surbrillance quand vous survolez des composants, quand vous sélectionnez des composants à l'intérieur d'un assemblage, pour garantir ou pour offrir une meilleure visibilité de ces différents composants. La possibilité d'activer ou non des couleurs distinctes pour les composants, donc avec une simple fonction, chaque composant unique ou chaque composant multiple se verra attribuer une couleur aléatoire qui va pouvoir permettre de distinguer visuellement ces différents éléments. La possibilité également de remplacer dans les éclatés le modèle source. Une fois que vous avez réalisé votre éclaté, que vous vous êtes éventuellement trompé sur l'élément de source que vous avez éclaté, vous arrivez simplement à remplacer l'élément. Il est clair que si l'élément est complètement différent, les pièces éclatées ne pourront pas être retrouvées, ce qui paraît assez logique. Place maintenant à la démonstration. Pour commencer avec les nouveautés et améliorations d'assemblage, je vais vous montrer la fonction mesurer qui, désormais, quand vous avez un sélecteur sur les composants, vous permet d'obtenir la masse des éléments sélectionnés. Ceci va, dans ce cas, nous permettre éventuellement de faire le total de toutes les lames de ce couteau. Donc pour ça, tout simplement, je vais ajouter la masse de chacune des lames en les sélectionnant une par une. La fonction d'addition existe depuis un certain temps et elle me permet de constater que la totalité des lames me donne une masse de 7,7 grammes. Et puis, l'autre nouveauté, en plus d'obtenir la masse des composants, c'est de pouvoir soustraire certaines valeurs. En l'occurrence, j'ai mon total de toutes les lames et j'aimerais voir ce que ça donne si j'enlève la masse du tire-bouchon grâce au moins qui est désormais disponible. Et puis, je vais également y soustraire la scie. Et pour ça, je soustrais à nouveau, mais cette fois, la masse de la scie. Et je vois qu'au total, j'arriverai, si je devais supprimer ces deux éléments, à
5,7 grammes de lame au total. Pour le reste des nouveautés, nous allons revenir sur la montre de tout à l'heure et plus précisément, nous allons nous intéresser à l'aiguille des secondes. L'aiguille des secondes qui se trouve ici est pilotée par une contrainte d'angle afin d'être dans son axe. Cette contrainte qui, pour être modifiée, comme vous le savez, nécessite un clic afin de modifier la valeur. Dans ce cas-là, je peux choisir une valeur quelconque. Ou alors, ce qui devait être fait jusqu'à présent, c'était un clic droit modifié. Ce clic droit modifié permet d'éditer la contrainte. Et bien désormais, le double-clic amène le même résultat. Nous allons ensuite chercher à personnaliser un raccourci clavier. La fonction de vue en demi-coupe est toujours délicate à aller chercher. Il faut systématiquement se rendre dans l'onglet Afficher et retrouver la bonne fonctionnalité. Donc pour gagner du temps, je vais dans les personnalisations et je vais exploiter le nouveau champ de recherche qui se trouve ici pour personnaliser mon raccourci clavier. En l'occurrence, je dois retrouver la fonction. Je tape tout simplement demi et je retrouve effectivement ma vue en demi-coupe et je vais lui affecter un raccourci clavier. Voilà, comme ceci, ce qui me permet d'effectuer avec ce simple raccourci clavier une vue en demi-coupe. Un sacré gain de temps si vous avez l'habitude de personnaliser vos raccourcis de fonction. Pour la suite, on va s'intéresser plus précisément au mouvement. Je vais ouvrir le mouvement dans une autre fenêtre et puis ce mouvement qui est composé d'une grande quantité de composants, désormais, il est possible de les distinguer très facilement depuis l'onglet Afficher. Je vais pouvoir exploiter cette nouvelle fonctionnalité qui me permet d'attribuer une nouvelle couleur pour chaque composant unique ou pour chaque composant semblable. Typiquement, ici, on voit que les vis sont toutes de la même couleur. On voit ici qu'il place des couleurs distinctes en fonction des niveaux d'assemblage. Donc tous les assemblages de premier niveau sont dans une couleur spécifique, ou alors pour chaque pièce de la même manière. Et puis ceci, bien sûr, se désactive avec également un simple clic. Pour en terminer avec les nouveautés d'assemblage, je vous précise que depuis le début de ma présentation, j'ai la nouvelle fonctionnalité de surbrillance avancée qui est active. Et en réalité, cette fonctionnalité-là me permet, comme vous le constatez, d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Alors libre à vous de l'activer ou non, mais selon moi, c'est une fonctionnalité qui vaut vraiment la peine, en tout cas d'être testée. Et pour ce faire, tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Outils, Options d'application, et puis dans l'onglet Couleurs, vous allez retrouver cette fonctionnalité, mettre en surbrillance les faces masquées. Cette option vous permet donc d'avoir ce nouvel aperçu pour la surbrillance avancée. Pour terminer avec cette démonstration, voici deux images qui illustrent la surbrillance avancée. Avec ou sans cette option, vous pouvez voir que cela fait une sacrée différence, donc on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Parlons maintenant des améliorations au niveau des dessins. Dans les principales améliorations de l'environnement de dessin, on va retrouver, grâce à l'update 2024.2, la possibilité de mettre en surbrillance les composants, tout simplement en les survolant depuis une liste de pièces. Nous retrouvons dans la version 2025 l'utilisation des propriétés de la liste de pièces dans les fonctions texte. Plus besoin de positionner des repères pour pointer une pièce en particulier. Dès le moment où vous avez des informations incluses dans une pièce de la liste de pièces, vous pouvez simplement aller les récupérer au travers d'une fonction de texte. Je vous montrerai tout ça juste après. La possibilité de gérer des valeurs prédéfinies pour la fonction texte. Si vous avez des textes qui reviennent régulièrement, vous pouvez créer vos propres valeurs prédéfinies et les exploiter par la suite grâce à ces valeurs prédéfinies. La possibilité dans des tableaux de fusionner des cellules.
Alors c'est une version préliminaire qui nécessite encore quelques ajustements, mais désormais, vous pouvez fusionner vous-même les cellules d'un tableau que vous créez, ou alors, si vous importez un tableau depuis Excel et que dans ce tableau importé, certaines cellules sont fusionnées, elles seront également fusionnées dans le dessin après l'import. Et puis pour terminer, une, nouvelle norme, a fait son apparition au travers d'un symbole de transition qui permet de définir la transition entre 2 faces adjacentes. Place à la démonstration pour la partie des nouveautés de dessin. Pour vous montrer les nouveautés de dessin, nous allons travailler sur la mise en plan de la montre. La première des nouveautés se trouve au niveau de la liste de pièces qui, lors du survol des différents composants, met en surbrillance l'élément concerné. Ceci permet de retrouver très facilement les éléments en question. Une autre nouveauté, toujours en lien avec la liste de pièces, est la capacité de pouvoir récupérer des informations directement au travers des listes de pièces. Jusqu'à présent, si nous cherchions à récupérer une information du fond, par exemple la description du fond qui, rappelez-vous, correspond à l'étanchéité, eh bien, il était nécessaire de passer par un repère ou une indication, de pointer le composant en question, et puis grâce à ce pointage, nous pouvions récupérer directement l'IPropriété, en l'occurrence la description de l'élément. Ceci étant fait, on voit effectivement qu'on a bien l'étanchéité de 30 mètres qui correspond au fond. Eh bien, désormais, vous n'avez plus besoin de toutes ces manipulations, puisque une simple zone de texte vous permet d'aller récupérer l'information. Pour commencer, je vais exploiter la nouveauté qui me permet d'utiliser des valeurs prédéfinies. Et puis, pour gagner du temps, j'ai créé une valeur prédéfinie qui concerne l'étanchéité. Automatiquement, je retrouve une police d'écriture, une taille de texte prédéfinie, ainsi qu'un texte. Et puis, l'autre nouveauté, donc, c'est la possibilité d'aller récupérer une propriété de la liste de pièces. Ceci me permet d'activer les composants de la liste de pièces pour récupérer le composant qui m'intéresse, en l'occurrence le fond. Et à partir de là, je vais récupérer la description de ce fameux composant. Donc à nouveau, le champ description qui correspond bien aux 30 mètres de tout à l'heure. Donc mon étanchéité de 30 mètres. Pour le reste des nouveautés principales, je vais utiliser la deuxième feuille. Cette deuxième feuille me permet d'afficher les différentes vues de la montre ainsi qu'un tableau des opérations. Cette liste des opérations indique les outils dont j'ai besoin pour les différentes opérations. Et puis, on voit que pour les deux dernières opérations, à savoir le remontage et la mise à l'heure, je n'ai pas besoin d'outils. Donc, c'est un bon exemple qui me permettrait de fusionner les deux cellules dont la valeur est identique. Pour ça, je vais tout simplement éditer le tableau. Je vais choisir les cellules à fusionner et puis, avec un clic droit, je vais pouvoir désormais fusionner ces cellules. De là, en validant, on se retrouve avec effectivement deux cellules fusionnées. Alors, typiquement, ici, on voit que l'ajustement vertical n'est pas paramétrable, donc il se met systématiquement dans la cellule haute lors d'une fusion. Donc ça fait partie des choses à améliorer dans les futures versions ou dans les futures mises à jour. C'est pour ça que le fusionnement des cellules de tableau reste une version préliminaire. Voilà en ce qui concerne la présentation des principales nouveautés de la version 2025 et des updates récentes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.